Et donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé à l'initiative du PEPR Faire Carbone et son équipe d'animation. Je suis, moi, chargé d'accompagner les projets de manière transversale sur la question des données. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire sur la question des data papers. Alors, je commencerai par vous faire une petite présentation qui permettra de poser le cadre de notre échange. Et puis, nous aurons une discussion ouverte avec trois témoins que je remercie infiniment à nouveau d'avoir accepté d'évoquer avec nous leurs expériences respectives en la matière. Je vous propose donc de garder vos questions pour ce deuxième temps. Et nous nous efforcerons collectivement de répondre à tous les questionnements que vous pouvez avoir. Avant de commencer en avant-propos, d'abord rappeler que nous avons présenté un cycle de webinaires au printemps sur la gestion des données de recherche. Cela nous avait amené à faire un tour d'horizon assez fouillé sur l'origine des données, de la science de l'information en général, de l'informatique, l'émergence de ces outils et pour en arriver aujourd'hui à la science telle qu'elle se fait aujourd'hui, notamment avec ces enjeux de science ouverte. On va évidemment y revenir un petit peu ce matin. Vous pouvez retrouver tout ce contenu sur la chaîne YouTube du PEPFR Carbone. Et c'est dans la continuité donc, de ces trois webinaires que se place celui de ce matin. Sans revenir sur tout ce que nous avions déjà exposé, je voudrais rappeler quand même quelques petits points saillants. Le premier, c'est inévitablement la question de l'éthique scientifique et de la déontologie. Dans notre société de plus en plus fondée sur la connaissance, la science et ses processus de validation, ces garanties d'honnêteté, de rigueur sont au cœur finalement des activités de recherche et même depuis 2016 sont même intégrés aux écoles doctorales. Ces sujets-là sont évidemment tous imbriqués, mais on va y revenir ce matin dans la présentation. Il y a évidemment la revue par les pairs qui est centrale, la reproductibilité des résultats, l'évaluation des scientifiques, la vulgarisation de leur travail, tout ça est très important. C'est évidemment la diffusion des travaux scientifiques qui est le moyen concret qui permet aux scientifiques d'exercer leur métier dans les conditions que je viens d'évoquer. Et tout cela s'inscrit dans une histoire longue que je ne vais pas développer, mais qui, en gros, remonte au XVIIe siècle, avec les savants qui ont d'abord des relations épistolaires, et puis tout ça évolue vers un plus grand nombre de personnes participant de ce dialogue scientifique au travers des revues, la création de l'Académie française qui institutionnalise un petit peu les choses, et puis l'époque moderne, voilà, aujourd'hui, elle est dominée par des éditeurs, des entreprises qui sont peu à peu devenus incontournables pour diffuser ces résultats scientifiques. Et bon, je passe volontairement, bien sûr, sur la description des modèles économiques de ces entreprises, mais il reste que la science, ses financements, sont de plus en plus soumis à une injonction de valorisation. Le cœur précieux du réacteur, on l'a dit, c'est la revue par les pairs, qui est la méthode qui permet de mettre à l'épreuve ces résultats scientifiques, qui sont souvent incrémentaux, parfois plus en rupture. C'est tout autant une garantie de qualité pour les articles que pour, mais aussi, d'une certaine façon, c'est une contrainte à bon escient que se donne l'écosystème scientifique dans son ensemble. L'évaluation de la recherche ne s'arrête pas là, puisque ce sont aujourd'hui les individus, les structures auxquelles ils Hmm. appartiennent, qui sont évalués avec des critères qui peuvent parfois faire débat. Je ne vais évidemment pas sur ce terrain ce matin, ce n'est pas le sujet, mais je voulais quand même néanmoins vous renvoyer sur le sujet, si vous ne le connaissez pas déjà, de la déclaration de San Francisco, qui depuis en gros une dizaine d'années fait le bilan critique notamment des facteurs d'impact, qui sont des indicateurs un peu centraux sur l'évaluation des chercheurs, et pour plein de raisons, et qui posent les bases d'une revendication en faveur de nouveaux critères, parmi lesquels, évidemment, se soustraire de la dépendance très très forte des revues, mais aussi mieux mesurer finalement la qualité, la performance, l'efficacité
diffusion des articles et de la recherche scientifique, notamment en prenant en compte les données. On va en parler aujourd'hui, c'est le sujet, mais aussi les logiciels, mais aussi évidemment faire en sorte que tout ça se fasse évidemment dans le cadre de pratiques les plus exemplaires possibles. Et c'est pour ça que ce matin, nous arrivons au sujet qui est aussi celui qui se rattache au retour quelque part de la science ouverte que l'on connaît aujourd'hui. Et je vous renvoie là aussi, bien sûr, à plein de choses qu'on avait déjà évoquées lors du webinaire numéro 3, celui du mois de juin 2025, sur ces questions-là. L'émancipation qu'octroient les nouveaux outils numériques, le web, les moteurs de recherche, tout ça a fait se développer les grands étages de la fusée de la science ouverte. Et en l'occurrence, bien sûr, c'est les articles scientifiques qui ont longtemps été l'alpha et l'oméga de la diffusion des résultats scientifiques, mais de plus en plus de scientifiques aujourd'hui sont sensibilisés au fait qu'aucune recherche ne se fait sans d'abord avoir travaillé des données de recherche, les avoir qualifiées, éventuellement même avoir eu recours à des codes et logiciels, souvent d'ailleurs dans certains labos développés de longue haleine. Et tout ça, bien sûr, c'est important aujourd'hui. C'est en tout cas le cœur de ce on va évoquer au travers des data papers. Les data papers, ils se trouvent à cet étage-là, hein, les données de la recherche. Je vous fais quand même un petit clin d'œil sur le fait qu'on commence aussi à parler de software papers pour décrire bien entendu les codes et les logiciels. Le cadre légal, on l'avait évoqué la dernière fois. Bon, je ne rentre pas dans le sujet, mais bien entendu, il y a de plus en plus d'incitations à rendre ces données au partage. Et ces ambitions, bah, elles se retrouvent dans cette diapositive, principalement effectivement dans la deuxième partie du cycle de la donnée, où précédemment, finalement, les données, c'était beaucoup le stockage, leur traitement qui était mis à l'honneur. Désormais, avec les nouveaux plans nationaux pour la science ouverte, on va vraiment augmenter l'ambition d'une généralisation de l'accès ouvert de ces publications, la structuration aussi de ce partage de données, notamment au travers de la création d'outils, de plateformes telles que Recherche DataGouv, ceux qui connaissent. Et puis, on va promouvoir, bien entendu, aussi les codes et logiciels qui sont produits, mais tout ça se fait dans le cadre de transformations qui sont des transformations vraiment fondamentales dans le métier de chercheur ou de scientifique au sens large. Et à la question de savoir si l'ouverture des données est une obligation, bien sûr, on peut répondre par la positive et ne serait-ce que par le bon sens qui est de ce qui se considérait évidemment l'aspect précieux de nos données de recherche. On a tout simplement besoin de les produire, ça coûte, et puis ces données, elles peuvent servir évidemment à d'autres, et elles ne sont pas toutes évidemment à disposition quand on publie un article scientifique. Et donc c'est tout ça qui rend l'obligation de partage de ces données, mais la mise à disposition ne suffit pas. Là aussi, je reviens au webinaire qu'on avait donné au mois de juin. Il y a beaucoup d'éléments qui sont nécessaires au travers notamment des principes FAIR pour que ces données soient réellement partagées dans de bonnes conditions avec des identifiants pérennes associés à ces données, des Oui. identifiants associés aux scientifiques eux-mêmes, déposés dans des entrepôts, des archives accessibles, gratuites, et tout ça rattaché à des conditions de réutilisation qui sont choisies par les auteurs, je pense aux licences, bien entendu, et puis dans des formats qui soient tout simplement réutilisables. Parce qu'il s'agit évidemment de partager. Et là, vous voyez à droite un schéma qui différencie un jeu de données en haut avec un jeu de données publié en bas. Et vous voyez un certain nombre effectivement d'éléments, et dont certains, je vous propose de les garder en tête, mais comme le fait qu'elles soient évidemment déposées sur un entrepôt, qu'elles soient décrites, qu'elles soient documentées, qu'elles puissent être validées, voire effectivement revues par les pairs. Ça, c'est vraiment tout l'enjeu qui nous concerne ce matin.
Et c'est vraiment donc la réutilisation future qui est au cœur de ce que nous discutons. Pour faire rapidement le tour, vous avez ici un tableau qui rappelle effectivement la manière avec laquelle vous pouvez partager des données. Voilà. Et en l'occurrence, j'entends déjà hein, que dans mon article, il peut y avoir une section dédiée aux données que j'ai renseignées. On entend parfois aussi que certaines revues désormais proposent un Data Availability Statement qui permet de donner le lien dans son article vers les données. Donc voilà, ou même quand on a déposé des données sur l'entrepôt Recherche DataGouv, par exemple, on dépose un fichier de description, un README. Et donc, voilà, pour un certain nombre de chercheurs, aujourd'hui, je pense que le point clé, c'est souvent de s'arrêter à ces possibilités-là et pas forcément aller plus loin vers le data paper. Et, bon, on va s'arrêter sur quelques avantages et freins, mais reste qu'aujourd'hui, le bon moyen, alors déjà le moyen des données en matériaux supplémentaires, son désavantage, c'est quand même que finalement les données qui sont proposées sont dans les faits parfois très limitées, souvent peu structurées et voire même pas réutilisables du tout. Donc c'est finalement comme si on n'avait pas du tout partagé les données. Donc le meilleur moyen, évidemment, c'est quand même de permettre à ces données d'être créditées, d'être bien référencées, d'avoir effectivement la possibilité d'être déposées dans un entrepôt et d'être reliées effectivement à un papier qui les décrit de manière complète. Voilà, j'espère avoir été clair globalement sur jusqu'ici, et pour vous dire bah, qu'un data paper, en somme, c'est un article académique, voilà, à part entière. Alors, il est dans la plupart des cas descriptif, hein, il n'y a pas forcément de résultats associés, hein, on parle vraiment d'un document qui va décrire les jeux de données, leurs méthodes d'obtention et leur potentiel de réutilisation. J'attire d'ailleurs votre attention aussi sur le fait que le vocable employé est parfois assez divers. On parle d'articles de données, de dataset brief, de data notes, de ressources articles. Voilà, tout ça, c'est du data paper. Nous l'avions dit, mais les données et le travail réalisé sur ces données est essentiel, et voire central hein, dans les projets de recherche. Et le data paper, on peut le dire, s'il y a un argument à retenir, c'est bien le fait qu'il valorise ce travail. Travail d'ailleurs qui implique souvent plus largement les ressources vives dans les labos, les techniciens, les ingénieurs, tous ceux qui sont amenés à traiter, à gérer ces données. Et donc voilà, c'est un des arguments aussi, me semble-t-il, qui compose le fait d'aller vers cette démarche-là. En pratique, comme un article de revue classique, la première chose à faire, évidemment, c'est de trouver un éditeur. Alors bon, pour les revues classiques, il faut avoir des lignes éditoriales ou des éditeurs avec des revues spécialisées, c'est la même chose pour les data papers, évidemment. Je vous donne ici le lien du CIRAD qui a mis à disposition un outil sur son site très intéressant pour les scientifiques de sa discipline pour justement trouver et aller voir quels sont les éditeurs disponibles pour son cas. Vous pouvez aussi aller sur des sites de l'écosystème de manière générale. Je pense à Scopus, je pense à Web of Science, qui vous permettront aussi de trouver l'éditeur qui convient à votre projet. Vous avez quelques critères qui sont rappelés ici à gauche, notamment évidemment le fait que bah, il y ait certaines gratuités et pas aller vers des éditeurs prédateur, comme on dit, mais bien sûr que la qualité, la rapidité du processus, la clarté des instructions, le libre accès est important en tout cas à avoir en tête quand on choisit son éditeur. Alors, je dis tout ça et en même temps, les revues aujourd'hui spécialisées sont peu nombreuses. Elles sont tirées pour la plupart par les gros éditeurs, comme le montre ici, hein, Data in Brief, que Elsevier, Scientific Data. Voilà, les plus gros éditeurs aujourd'hui utilisés pour publier des data papers, c'est ceux-là. On va d'ailleurs en parler ce matin avec nos témoins.
C'est une pratique donc, que j'ai évoquée qui est émergente. Moins d'1% des publications de l'INRAE en 2023 étaient des data papers. Et puis, elle a encore du mal à se standardiser, même si vous avez évidemment des modèles à disposition. Voilà, quelques mots pour la structure, décrire la structure, mais on pourra tout à fait revenir là-dessus avec nos témoins. Mais voilà, vous avez euh, des, enfin, des informations de manière générale sur le data paper, titre résumé, c'est très classique. Une introduction qui peut situer le contexte dans lequel cette production de données, cette agrégation de données existantes. Euh, la description donc, des données à proprement parler, notamment les méthodes d'obtention, la qualité et le contrôle qui vérifie effectivement la qualité de ces données. Je note aussi qu'il est, comme pour un article scientifique classique, important de montrer que la démarche est originale et qu'elle est évidemment utile et utile potentiellement à la réutilisation. On y revient. Et puis que ce travail, du coup, va servir de manière générale à une communauté et ne va pas être nécessairement refait suite à ce data paper. Ça doit effectivement donner effectivement à la communauté un avantage en la matière. Vous avez ici un exemple de data paper dans la revue Data in Brief. Vous avez en haut à droite les différents chapitres de ce papier. J'insiste sur le fait que la pratique importante consiste bien donc, à entrecroiser les identifiants de ces objets, notamment voilà, le data paper, il a son DOI, son identifiant pérenne. Il inclut dans le champ Data Accessibility les données des données, donc vraiment le DOI des données déposées, que vous voyez en bas à droite. Et c'est important d'ailleurs, y compris, de faire la citation a posteriori parfois avec l'article scientifique qui va être écrit pour analyser des résultats issus de ces données ou inversement, évidemment quand l'article euh, de, de données est antérieur. Dernière chose avant de passer à la discussion, nous sommes aujourd'hui invités à déposer des données la plupart du temps donc, sur des entrepôts de confiance. J'ai évidemment évoqué Recherche DataGouv, qui est la plateforme institutionnelle pour le faire. Depuis quelque temps, vous avez une option sur cette plateforme pour générer le data paper. C'est vraiment un outil intéressant parce que finalement, quand vous avez déposé vos données sur Recherche DataGouv, il vous suffit finalement de renseigner dans cette option-là, dans cet onglet, le DOI de votre papier et il va automatiquement aller rechercher tout ce que vous avez déjà décrit, informé dans le dépôt de données. Évidemment, ça ne fait pas le data paper, hein. Ça fait, je dirais, les informations générales, mais ça vous fait gagner du temps là-dessus. Puis vous avez voilà, aujourd'hui la possibilité de choisir quelques modèles. Alors, ce n'est pas encore très exhaustif, mais ça le deviendra. Euh, voilà. Pour finir, hein, quelques ressources qui m'ont aidé à faire cette petite introduction. Notamment, je note l'ouvrage qui est encadré, qui est sorti en 2025, alors qui parle des data papers aussi dans le cadre des SHS, mais qui est très intéressant, que je vous recommande. Et voilà, je vous remercie. On va, si vous le voulez bien, commencer une discussion avec nos différents témoins donc, que je présente rapidement, mais ils feront évidemment le complément avec Manon Poul et Lionel Aletto, qui sont tous deux à Toulouse dans l'UMR Agir, respectivement ingénieur de recherche et directeur de recherche, qui, ils vont effectivement le rappeler, sont à l'origine d'un data paper qui a été publié en août dernier, si je ne dis pas de bêtises, dans la revue Data in Brief notamment. Donc, qui pourront nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et puis Kenji Fujisaki, lui aussi INRAE, ingénieur de recherche à l'INRAE, à l'UR Info et Sol à Orléans, qui lui aussi
est passé par là en septembre, si je dis pas de bêtises, et qui a publié dans la revue Scientific Data. Donc voilà, je vous propose de passer les uns et aux autres. On avait imaginé, voilà, commencer par quelques questions, notamment effectivement qu'ils nous parlent de leur publication. Et puis évidemment, on répondra au fil de l'eau à un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser. Et n'hésitez pas donc à lever la main euh, ou même effectivement à poser la question oralement si besoin. Est-ce que ça vous va si on commence peut-être Lionel par Lionel et Manon par votre data paper et puis Kenji dans un second temps? Oui. Oui, moi ça me va bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Je commence, puis après, assez rapidement, je laisserai la main à Manon, puisque c'est vraiment Manon qui a travaillé sur l'ensemble de la chaîne que tu as présentée de façon très claire. D'ailleurs, merci pour cette présentation. Je l'ai vraiment trouvée très explicite, avec beaucoup d'informations agrégées en peu de temps. Donc, je suis content que ça soit enregistré parce que c'est vraiment un support intéressant. Merci, Jérôme, pour ça. Juste peut-être moi dire un petit mot et après je passe la main à Manon pour dire que bon voilà, l'origine un peu, hein, c'est une question qui venait un peu plus tard dans notre échange, mais l'origine du data paper, en tout cas de la volonté de structurer une base de données, c'est qu'on travaille depuis très longtemps sur la question des plantes de services dans l'unité et en partenariat, et qu'on avait pratiquement 20 années de données et qu'on se rendait compte d'une part qu'elles étaient assez dispersées en termes de structuration, ces bases de données, assez hétérogènes, et que quand il s'agissait de répondre à des demandes spécifiques sur des projets, par exemple pour des collègues en modélisation, on était un peu dans l'embarras puisqu'on savait qu'on avait l'information mais qu'elle était très dispersée. Et donc l'idée est assez vite apparue avec notamment des discussions avec des co-auteurs, je pense à Julie Constantin, avec aussi des collègues extérieurs, Eric Séchia au CS Bio. On s'est dit, voilà, sur les couverts végétaux, on a une mine d'informations, mais cette mine, elle est éclatée un petit peu partout, donc comment on fait? Et donc là, je vais passer la main à Manon pour qu'elle explique peut-être un certain nombre d'éléments sur ce data paper. Merci Lionel. Bonjour, du coup, pour ce data paper, comme Jérôme l'a rappelé, il a été publié cet été dans Data in Brief et les données sont déposées sur l'entrepôt de données recherche DataGouv. Donc, ça rassemble 37 essais au champ. Donc, principalement, enfin, en France, c'est principalement des données qui ont été acquises à Oswil. Pour le public visé, c'est principalement la communauté scientifique parce qu'il faut que les personnes soient familières de ce type de données pour pouvoir les exploiter dans ce type de travaux. Euh, et ensuite, Jérôme, par rapport aux questions que tu avais posées, Oui, euh, alors Lionel est revenu un peu sur les raisons qui vous ont poussé effectivement à faire ce travail. La question que je me posais, c'est, alors tu viens de le dire, c'est quel public? Aujourd'hui, si je comprends bien, c'est plutôt un public de spécialistes. Vous avez pas vocation effectivement à vous ouvrir je dirais, au grand public de manière générale ou même à une communauté très large. C'est vraiment spécifique, c'est vraiment un travail spécifique. Il y a aussi quelque part dans le public que vous ciblez des modélisateurs, si j'ai bien compris. Et puis ma question plus largement, et je la poserai de la même façon à Kenji, c'est finalement comment s'est fait le travail. Est-ce que c'est un travail qui s'est fait de manière collective, très individuelle? Combien de temps ça a pu prendre? Comment vous avez choisi la revue Data in Brief? Est-ce que c'était acquis dès le départ ou est-ce que ça a fait vraiment l'objet je dirais, d'une discussion ou d'une recherche de votre part, y compris pour l'entrepôt dans lequel vous avez mis les données? Voilà, et puis quelles difficultés peut-être au travers de ce cheminement vous avez rencontré, si tu penses à une difficulté en particulier certains collègues pourraient eux aussi rencontrer. Voilà, c'est très intéressant de pouvoir avoir ce retour. Peut-être Manon, juste avant de te laisser la parole pour répondre aux différentes questions de Jérôme, un petit complément. Le public visé, c'est avant tout, enfin, pour nous, quand on a réfléchi ce travail, c'est effectivement des scientifiques.
pour différentes utilisations. Mais en fait, on se rend compte, enfin moi je me rends compte que plusieurs collègues, notamment par l'écho sur les réseaux sociaux de diffusion de cette base de données, plusieurs collègues du développement agricole sont aussi emparés, parce que la question des plantes de service intéresse beaucoup. Et finalement, c'est certes accessible, en tout cas, Manon le disait, faut avoir un peu de pratique, mais beaucoup de conseillers qui sont des ingénieurs dans différentes structures de développement s'en sont emparés. Et Mhm. pour information, paru, enfin, on l'a déposé en août. Alors, j'ai pas de comparaison possible, mais là, je suis sur le site DataGouv en parallèle. Il y a eu 1092 consultations et 213 téléchargements de la base de données depuis août. Donc, c'est plutôt un signe, voilà, en quelques mois, d'un engouement qu'on considère, compte tenu de la discipline et de la nature de la base de données, plutôt très satisfaisant. Voilà. Je laisse Manon répondre aux autres questions. Oui, alors du coup pour la méthode, moi j'ai repris un travail qui avait déjà été amorcé avant mon arrivée. Donc parce qu'on a des collègues qui avaient déjà publié une base de données sur les cultures associées, donc ils ont développé une méthode d'agrégation de données via un code R principalement. Mhm. Donc la méthode existait déjà, mais elle a nécessité quelques ajustements parce qu'il fallait s'adapter aux données dont on disposait. Et donc la principale difficulté en fait, c'est plutôt d'uniformiser les données. Parce qu'on a plein de données issues de différentes expérimentations, donc des bases de données sous plein de différents formats. Et avant de les agréger, il faut les uniformiser. Enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a uniformisé chaque expérimentation sous un seul fichier. Et après, donc, tout était dans un format cohérent pour pouvoir être agrégé par ce code R. Et en termes de difficulté, c'était parfois difficile de remonter à des informations très anciennes. On a des données qui enfin, qui datent de 2004 par exemple, donc les personnes qui s'en sont occupées ne sont plus là pour nous donner des détails. Et les tâches, en fait, par rapport à la rédaction du papier, ce qui est beaucoup plus long, c'est le data management que la rédaction du papier en lui-même, parce que nous, dans Data in Brief, on avait un template en fait imposé par la revue qui a permis plus facilement de structurer les informations qu'on voulait présenter, même s'il fallait quand même rester synthétique et comme Jérôme, tu l'as expliqué, il faut rester descriptif. On n'analyse pas les données dans ce type de papier. Et du coup, Manon, si je me permets une question complémentaire, est-ce que dans les exigences de Data in Brief, il y a eu des, je sais pas, des champs, des chapitres où vous avez été mis en difficulté? Tu l'as évoqué un petit peu sur le fait qu'il y avait aussi des données qui pouvaient être anciennes et vous n'avez pas Mm. forcément accès aux producteurs de cette donnée parce qu'il y a 20 ans, voilà, peut-être les gens, entre-temps, bah, ils sont passés à autre chose, certains sont peut-être à la retraite, etc. Et donc, ouais, comment passe cette difficulté? Est-ce que ça, du côté de l'éditeur, ça a posé problème? Est-ce qu'il manquait des informations qu'il a dans le reviewing et qui ont été voilà, considérées comme un souci? Est-ce que vous avez eu enfin, dans l'évaluation quelque chose qui est remonté de ce côté-là ou... Alors non, parce que pour le coup, enfin les infos qui manquaient principalement, c'était dans ma compréhension des tableaux de données initiaux Hmm. pour faire l'agrégation des données. Après, en termes de matériel et méthode, donc c'était une partie imposée par l'éditeur forcément. Et là, comme on est sur des données quand même qui ont été acquises à l'UMR Agir principalement, on a vraiment l'info sur ce qui a été fait et ce qui est toujours fait actuellement. Donc ça, il n'y a pas eu de partie manquante, on va dire, à ce niveau-là. Hmm. C'est- Après, c'est- oui, Ouais, pardon. C'est plutôt de la métadonnée, c'est ça, Manon, oui, qui c'est manquait. ça. Hmm. Ouais, Des petits détails, pourquoi on a obtenu tel résultat, pourquoi ils ont fait comme ça. C'est quelques infos qui pouvaient manquer et qui ont ben, ralenti en fait le temps de traitement des données. Parce qu'il faut chercher l'info, ouais. comprendre, etc. Toi, de ton côté, le travail, enfin, tu l'as démarré quand? Et puis ça, enfin, globalement, ça a pris combien de temps? Alors c'était long. Ouais. Euh, Partez j'ai déjà pas, pas d'une feuille blanche, si j'ai non bien pas du tout compris, mais déjà. ouais, c'est quand même un travail qui a exigé plusieurs semaines, plusieurs mois, je suppose. Oui, Ouais, je dirais même ouais, année. même année. En Ouais, comptant la personne qui a travaillé avant moi, qui était aussi ingénieur pour démarrer le travail sur cette base de données. Donc ça a pris, même si j'étais pas que sur ça, ça a pris plus d'un an. ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Faut compter une bonne année, sachant que là, on partait de
jeux de données, parce que c'était pas des bases, de jeux de données qui n'étaient pas du tout anticipés pour une agrégation, une base de données. Ça, on y reviendra peut-être par la suite, mais je sais pas Ouais. si tu fais intervenir aussi Oui, Kenji à un puis moment donné, on mais va, voilà, c'est ça. On voilà. va, j'ai peut-être juste une dernière question et Ouais. puis ensuite on donnera la parole à Kenji. Gilles Prado posait la question dans le chat de savoir finalement la publication, quel est le temps que ça peut prendre. Donc le travail en amont, évidemment, il est long, mais après, une fois qu'on a voilà, le brouillon, que l'on le soumet à l'éditeur, enfin, il faut compter combien de temps de délai? C'est après un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça maintenant, c'est ça? Oui, je crois. À C'en peu a- près, hein. C'est Entre relativement mai et rapide. juillet à peu près, je Mm. dirais. D'accord. C'est relativement rapide. Enfin, là, je parle sous votre contrôle. Vous avez sans doute plus l'habitude que moi de publier des articles, mais comparativement à un article classique, c'est pas plus long. Oui, c'est pas plus long. Après, ce qui est intéressant, alors on n'est pas revenu sur le choix de Data in Brief. Nous, c'est une revue en fait qu'on voit vraiment se développer dans nos disciplines et qui est généralement et les articles qui sont publiés dedans sont toujours de bonne qualité. Personnellement, j'ai rarement été déçu par les informations qui étaient présentes. Donc, quand on en a discuté, notamment entre Manon, Célia, CSO et puis moi, parce que le choix s'est vraiment fait entre nous trois, on est assez vite tombé d'accord pour cette revue qui coche les cases de, à la fois de sérieux, parce que trop rapide, ça nous inquiète aussi quand ça publie très Ouais. vite, hein, on va pas revenir dessus, mais là au moins il y a eu un temps de review, il y a eu un temps d'échange, et le travail a été fait très correctement, et là-dessus, je pense que ce timing d'un mois et demi, 2 mois, il est difficilement compressible si on veut s'adresser à des revues qui ont les standards que tu as rappelés dans ta présentation. Ok, d'accord, merci. Je vous propose qu'on donne la parole à Kenji, donc qui est passé par une expérience sans doute en partie similaire et puis peut-être un peu différente avec la revue Scientific Data. Je te laisse la parole, Kenji. Ouais, merci Jérôme. Alors moi, pour préciser un petit peu les choses, en fait, je suis pas encore au bout du processus de publication puisque j'ai soumis effectivement un data paper il y a un mois à Scientific Data et il est actuellement chez les reviewers, donc je suis en attente de la première review. Et donc c'est un data paper en fait qui décrit un jeu de données qui rassemble des données d'une trentaine d'essais agronomiques, principalement en France. Et c'est des données qu'on a mis en forme pour être pour être réutilisables par des modèles de dynamique du carbone du sol. Donc c'est des données qui incluent à la fois des données sur la météo, sur l'évolution des stocks de carbone dans les sols et sur les apports de carbone provenant des plantes ou bien des amendements organiques. Et une des motivations. Alors oui, donc on avait songé à Data in Brief pour la publication. Finalement, on s'est orienté sur Scientific Data parce qu'il y avait une opportunité liée à l'ouverture d'une special issue sur les datasets en sciences du sol. Donc la deadline était en septembre dernier, en septembre. Et donc, on a profité de cette opportunité pour, ouais, pour soumettre le data paper dans ce journal. Mais sinon, en fait, ouais, j'ai un peu le même retour d'expérience que Manon concernant le timing et ce qui est vraiment chronophage. Pour moi, ça a été aussi la phase d'uniformisation des données. Là c'était un peu dans le même cas. Je repartais d'une base préexistante, mais qu'il a fallu enrichir, compléter, traduire en anglais. Il y a des données qui nous sont arrivées entre-temps ouais, pour préciser un petit peu certaines informations. Donc en fait, il a fallu mettre tout ça à jour. Ouais. Le fait de publier dans un data paper, il y a un niveau d'exigence vraiment supérieur par rapport à si on échange juste les données entre collègues. Et donc, moi, je trouve aussi que ça a été une des phases la plus chronophage. Au niveau de la rédaction, c'est vrai que comme il n'y a pas de phase d'analyse, d'interprétation des résultats, c'est vrai que je trouve que c'est assez rapide de rédiger le data paper. Moi, j'ai commencé au printemps dernier.
à le rédiger et je l'ai soumis en septembre. Alors que le travail en lui-même, moi j'ai commencé à travailler dessus il y a 1 an et demi. Mm. Ouais, c'est quand même un travail aussi de longue haleine. Question que d'ailleurs je pose aussi à Manon et Lionel par ailleurs, hein, c'est le dépôt de données, c'est des choses que tu avais déjà fait par ailleurs, c'est-à-dire sans data paper, juste le dépôt de données lié à un article scientifique que tu as pu publier par le passé. Est-ce que tu avais été déjà passé par ce dépôt de données? Et du coup, est-ce que tu avais. Ma question, c'est voilà, pensé, réfléchi, enfin, est-ce que tu as dans tes pratiques de recherche et liées à tes données, je veux dire, l'habitude de construire des readme, des descriptifs que tu associes à tes données quand tu les déposes sur l'entrepôt? Ou pas? Est-ce que le data paper, quelque part, c'est une expérience qui t'a permis aussi de grandir sur cet aspect-là? Ouais, en l'occurrence, moi, je l'avais jamais fait, donc c'est vrai que ça m'a permis enfin, le data paper voilà, ça m'a incité à vraiment renseigner un README, etc., renseigner les métadonnées sur DataGouv. Mais par contre, dans mon unité Info et Sol, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, j'ai pu pas mal échanger et m'inspirer de ce qui avait été fait dans mon unité. Ok. Et, Ouais, alors, du coup, oui, pour Lionel, moi, c'était vas-y. aussi, ouais, pour moi, c'était aussi une première hein, d'aller au bout de cette démarche. Et du coup, c'est une expérience très satisfaisante. Et j'allais dire, maintenant, ça m'a vraiment amené à repenser ma façon d'organiser les données très en amont dans les projets, de façon à pas perdre. Parce qu'en fait, une grosse partie du temps que Manon évoque, c'est parce qu'on n'était pas du tout câblé et organisé pour produire dans nos différents projets finalement un livrable qui serait une base de données structurée, cohérente, avec des règles d'organisation de cette base. Et à ce niveau-là, à titre personnel, ça m'a amené à penser différemment pour les nouveaux projets. Donc j'espère que par la suite, ce sera un temps qui sera réduit sur toute la phase d'organisation, de nettoyage des données, de restructuration, etc. Tout le temps que Manon évoquait, qui a été très long et en plus, très honnêtement, Manon dit que ça a été un peu plus long qu'un an parce qu'on ne peut pas faire ça toute la journée. Enfin, Oui, oui, bien ou sûr. plusieurs semaines d'affilée, quoi. C'est très vite usant pour la personne. Oui, bien sûr. Alors, j'ai Louis qui pose une question. Avez-vous pu bénéficier des accords Couperin et permettre d'avoir l'article en open access sans financement supplémentaire? Et si Ouais. oui, est-ce compliqué? Avez-vous eu des difficultés particulières? Alors là, je sais pas, j'avoue que je connaissais pas le nom des accords Couperin, mais Oui, moi non plus. oh, ok. Pierre, tu as l'air de. Ouais, je peux. Tu veux préciser? Je Bah, t'en par exemple, prie. j'en ai bénéficié il y a 3 jours. Par exemple, Géoderma, c'est un article une revue qui est passée en open access, mais il y a des frais de publication. Oui, Et il y a un accord entre Elsevier et un certain nombre d'institutions françaises pour que ces frais de publication soient pris en charge par les organismes. c'est Et donc, ça. Ok. ça m'a rien coûté. Et donc, j'imagine que pour les data papers, quand ils sont Elsevier, je sais pas avec qui il y a des accords, mais il faudrait Pareil, ouais. vérifier, mais Mm. je serais surpris que ça marche pas. Voilà. Si, si, ça a marché. Du coup, je savais pas que ça s'appelait les accords Couperin. Mais effectivement, je pense que la plupart des revues d'Elsevier sont concernées. Je pense que c'est une négociation avec Elsevier en direct. Donc là, nous, on en a clairement bénéficié. On n'a rien payé, hein. Et c'est en open access. Mais oui, merci pour la question parce qu'effectivement, je suis passé vite, mais dans le choix des éditeurs, vous pouvez voir certains éditeurs qui ont des accords avec vos tutelles. Je pense à l'INRAE qui a un certain nombre d'accords avec ses éditeurs et Elsevier en fait partie, donc je pense que ça rentre aussi dans ce cadre. Mais voilà, c'est important effectivement de se renseigner si ça va être gratuit, si ça va être coûteux, si à la fin votre article sera bien en accès ouvert ou pas. Voilà, Mais ça Jérôme, peut du aussi. coup, juste pour Oui, les accords Pierre. couperins, c'est à l'échelle de l'ESR. Oui, Tu vois, d'accord. c'est-à-dire que c'est tous les universités et organismes français qui ont été pour négocier en bloc. Mm. Après, est-ce qu'ils ont bien négocié, pas négocié? Bon, voilà, les gens peuvent. Enfin, c'est pas le débat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais c'est à l'échelle, c'est inter-organisme. Très bien, merci Pierre pour cette précision.
Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi ceux qui nous écoutent? Moi, j'aimerais... Ouais, excusez-moi, Oui, je lève la main. vas-y Pierre. Revenir, Lionel, en fait, ils sont très bons, les chiffres de téléchargement de données et de visualisation. C'est-à-dire que finalement, ça a un fort impact, ce que vous avez fait. On espère que ce sera pareil pour Kenji, et je pense que ça le sera. Mais c'est quand même... euh, enfin, je sais pas si c'est un message général, mais en tout cas, pour ce cas-là, et à mon avis, pour Kenji, ce sera pareil, mais je touche du bois. C'est des formats qui peuvent avoir un impact fort. Ouais, je suis d'accord. Je t'avoue que j'avais regardé un petit peu au fur et à mesure ce qui se passait, parce que comme c'est une première, ben, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et là, du coup, voilà, l'avantage, c'est que c'est objectivement vérifiable, les chiffres que j'ai donnés. Bah, oui, c'est surprenant. Alors, c'est vrai que ça demandait même j'aimerais bien savoir qui, mais bon, ça, on n'y a pas accès avec la plateforme, mais d'où proviennent les téléchargements. Ça serait intéressant d'avoir un peu aussi une cartographie nationale ou internationale, mais bon, ça, c'est peut-être à venir de qui a récupéré la base. Quoi qu'il en soit, je partage ton avis, hein. C'est une agréable surprise, en tout cas. L'effort valait la peine. J'ai Louis qui voulait prendre la parole. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Comme ça, je parle directement plutôt que dans le chat. C'est plus facile. Merci pour la présentation. J'avais une petite question à propos des codes. Je ne sais pas si vous partagez un peu de code, notamment pour produire certains résultats dans vos data papers, et quels étaient vos retours là-dessus. Si, à quel point, en fait, la review sur les codes était avancée. Est-ce qu'il faisait un petit peu... Data Brief, j'ai jamais publié dans ce data paper-là. Moi, ce que j'avais déjà eu, c'est plutôt des reviews sur la structure, mais ils vont pas le tester. Et je sais pas si vous avez peut-être dans Time Brief, ils poussent un petit peu cet aspect-là, ou si vous avez des retours différents là-dessus. Côté Kenji, côté Manon, comme vous voulez, si vous avez une réponse à apporter à Louis, hein, mais pas Si j'ai d'obligation bien bien sûr. compris la question, c'est est-ce que Data in Brief regarde les données, enfin, regarde uniquement le data paper ou les données, c'est bien ça? Non, c'est plutôt sur les codes. Je sais pas si vous Et les partagez codes Les certains codes codes. éventuellement, ouais. R. Ah, les Mhm. codes R. Mhm. Ouais, par exemple, ceux que Alors, tu as évoqués, oui. nous, les codes R, ils n'ont pas été publiés. Euh, Enfin, ce sont les codes R qui ont été conçus par les collègues de l'unité. Et pour le coup, Data in Brief n'y a pas du tout eu accès, n'a pas demandé de précision là-dessus. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, moi je peux ajouter quelque chose là-dessus. Alors dans Scientific Data, il y a une section code availability qui est demandée et donc moi j'ai mis à disposition une partie de mon code dans le dataset. Donc je sais pas trop comment ce sera évalué cette partie-là. Mais effectivement, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper, je pense, parce que partager du code en fait c'est pas si évident que ça. Euh, Bah ouais, isoler vraiment un environnement faire en sorte que le code soit très facilement reproductible. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai un peu appris sur le tas là-dessus. Et en fait, en fait, je pense qu'il y a il y a dans les codes R que j'ai partagés, il y a à la fois du code qui décrit les jeux de données. Ça, je pense que c'est pas mal enfin, ça permet en fait, les figures du data paper, j'inclus le code qui permet de les générer. Et il y a aussi une partie du code qui est là pour vraiment produire les tables que j'ai mis à disposition dans le jeu de données et à partir d'informations qui sont accessibles sur Internet. Merci beaucoup. Merci Kenji, merci Manon. Alors, moi, je suis désolée, j'arrive pas à lever la main, donc je fais Ah, mais manuellement. je t'en prie, Hélène, vas-y. Ah, pardon. Et j'avais une question sur les DOI, de demande de précision. Là, merci Jérôme pour la présentation. Donc, j'ai pas enfin, est-ce que tu pourrais me lever le doute que le DOI qu'on met sur le jeu de données n'est pas le même que sur le data in brief? Oui, je te le confirme. Ok, Effectivement, tu as d'accord. un identifiant qui est attaché à ton papier et un identifiant attaché aux données que tu as déposées.
quand tu les as déposés, Recherche DataGouv te donne un identifiant. Et donc, c'est deux identifiants, mais dans le data paper, à un endroit, tu vas pouvoir renseigner le numéro d'identifiant des données pour que les deux finalement soient liés. Et ça, c'est voilà, c'est important de le faire pour que voilà, les gens qui vont lire le data paper puissent aller derrière télécharger éventuellement les données s'ils le souhaitent, euh, voilà, au travers de cet identifiant. Et après, j'avais une question aussi, parce qu'on n'a pas évoqué dans la présentation et dans les retours d'expérience le côté norme de publication et les côtés vocabulaire contrôlé, alors que c'est quelque chose qui est très présent, par exemple, sur DataGouv. Donc, et j'ai l'impression que les revues de data paper sont pas très exigeantes là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, maintenant, tu compléteras, mais je rejoins ton avis, Hélène, hein. Effectivement, il y a encore un écart là-dessus. Bon, c'est à nous d'être vigilants pour que les deux s'accordent bien, mais effectivement, c'est pas complètement. Donc, c'est pour ça que j'étais très agréablement surpris par ce que tu as présenté. On a pas fait appel à cet outil de génération de data paper automatisé. Pourtant, c'est l'entrepôt de données qu'on a utilisé, donc c'était peut-être pas encore disponible. Et ça serait Oui, intéressant de c'est voir récent. comment. Voilà, ok. Ouais. Ça serait intéressant de voir comment, du coup, ça dialogue et quels sont les vocables utilisés. Ouais. Voilà, j'ai pas eu pour ma part l'occasion de le tester aussi informellement, mais voilà, je vous laisse le soin de Mhm. faire vos propres expériences. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur le fait que sur les vocabulaires contrôlés, il y a encore énormément de travail à faire, notamment parce que de nombreux vocabulaires contrôlés n'existent pas encore. C'est-à-dire, pour certaines disciplines, il faut encore que les communautés s'en emparent et les créent. Alors peut-être que dans votre cas, en agronomie, sur la science des sols qu'évoquait Kenji, etc., il y a des choses existantes, notamment, je pense au vocabulaire de Hanaé ou y compris voilà, les vocabulaires plus disciplinaires, mais ce n'est pas le cas partout et c'est pas forcément, ça diffuse pas dans tous les outils et même Recherche DataGouv aujourd'hui, c'est vrai que si vous cherchez à remplir des mots-clés avec un vocabulaire contrôlé, vous êtes parfois limité. Voilà, c'est évident. Mhm. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Merci en tout cas pour la question et la Il y a d'autres réponse. éléments. Pardon. Oui, vas-y Euh, on, Lionel. on a eu en tête parce que c'était un gros cas de conscience pour nous au moment de la rédaction. Il y a encore des points sur lesquels les revues pourraient évoluer. Par exemple, nous, on avait vous l'avez compris, un grand nombre de jeux de données, une diversité de jeux de données qui avaient tous été valorisés. Donc, il y avait un certain nombre de publications qui étaient associées. Et au final, la revue Data and Brief nous demande de faire apparaître qu'un seul article correspondant à la base de données. Donc, ça militerait presque pour publier régulièrement des jeux de données peut-être moins importants, alors que nous, notre stratégie, c'était vraiment d'agréger. Et c'est vrai que c'est assez dommage, assez frustrant, parce que le choix, il est cornélien et il est, on va dire, Ouais. oui, pas Ouais. satisfaisant. Alors, on a réussi à les mettre, Manon, si je dis pas de bêtises, soit en annexe, soit dans la référence biblio, quand même, les autres publient, mais c'est quand même un peu Oui. frustrant que qu'il n'y ait qu'une seule publie un peu phare mise en avant dans le tableau de la revue, alors qu'il y en a plusieurs, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, qui ont été, il y en a, qui est pas plus, enfin, il n'y a pas plus une plus légitime que d'autres, quoi. Voilà. Mm, mm. Et Bon, c'est pareil sur Recherche DataGouv. Quand voilà. on ouvre la page principale, ils mettent qu'une seule publication associée et c'est la première par ordre alphabétique qui est choisie automatiquement et on peut pas le modifier. Alors c'est Effectivement, une peut-être, difficulté. voilà, Je vous remercie en tout cas pour le fait de le faire remonter. On aura l'occasion peut-être, nous, à notre niveau, moi à mon niveau, de faire remonter aussi à Recherche DataGouv, hein. C'est des outils qui évoluent au cours du temps. mm, Mais là, pour le coup, il y a un vrai point. Ouais, ça paraît essentiel que une base de données, quelque chose qui a été validé, vérifié, qui fait l'objet d'un data paper, puisse être évidemment réutilisé, faire derrière des petits en matière notamment d'analyse et d'interprétation et de résultats scientifiques. Et donc,
ces articles doivent pouvoir apparaître. En tout cas, le lien doit pouvoir être fait de manière multiple. Ça paraît logique. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci de manière générale pour vos témoignages. Je regarde le chat s'il y reste encore quelques questions. Si certains voilà, voulaient aussi éventuellement même porter un commentaire et leur propre témoignage, n'hésitez pas. J'ai Gilles qui demande si le même jeu de données peut avoir des versions successives, bénéficier du même DOI stable, par exemple un jeu de données avec des cohortes ajoutées au fur et à mesure. C'est une très bonne question. Qui veut répondre? Moi, il me semble que quand on fait des mises à jour sur DataGouv, le DOI change à chaque fois aussi. Ouais, je pense, ouais. Confirme. Moi, enfin, j'ai déjà fait une modification après la première publication et ça a créé une V2 sans changer le DOI. Voilà, c'est ça. Mais Ouais. Ah ouais. j'allais aller dans ton sens. Mm. Effectivement, vous avez avec Recherche DataGouv cette versionnage qui existe où le DOI principal reste le même et effectivement le numéro de version va être accolé au DOI et celui-ci bah, il va évoluer V1, V2, V3. Et en général, vous changez de version quand vous apportez une modification importante. Alors, si vous ajoutez de nouveaux fichiers de données, ça c'est un versionnage, mais parfois même modifier certaines métadonnées si c'est des métadonnées importantes, va être considéré comme une nouvelle version. Et ça, c'est une bonne manière de faire, Mm. parce qu'évidemment, hein, sur des données comme ça qui sont des séries temporelles, des expérimentations de long terme, vous avez forcément chaque année des choses nouvelles qui rentrent. Et donc ça doit pouvoir se faire sur la même base de données et donc avec un identifiant qui persiste dans le temps. Merci pour la question. Et le DOI, effectivement, comme dit Louis dans le chat, le DOI générique reste. Et c'est toujours la dernière version qui sera affichée sur le site. Les personnes qui se connectent et qui vont voir votre dépôt, ils auront accès à la dernière version uniquement. Maintenant, il est toujours possible de remonter à des versions précédentes, mais par défaut, la version qui est disponible, c'est bien la dernière version déposée. Est-ce qu'il y a des spécificités en lien avec Fer Carbone en termes de métadonnées, licence? Alors, licence, non. Aujourd'hui, la recommandation, c'est d'aller sur les licences Creative Commons, hein, que c'est CBI. Donc pas de recommandation précise. Après, tout dépend de votre projet. Vous choisirez dans les Creative Commons celle qui convient à votre projet. Et puis en termes de métadonnées, par rapport à faire carbone en tant que tel, en tout cas sur HAL, aujourd'hui, quand vous déposez vos publications, n'oubliez pas de bien référencer le fait que ces projets, ces travaux ont été financés par l'ANR dans le cadre de Faire Carbone. Éventuellement, vous ajoutez le mot-clé Faire Carbone en plus, et comme ça, vous êtes sûr que ça apparaît, que ça rentre dans le recensement Faire Carbone. Pour ce qui est des données, aujourd'hui, on attend de la part de Recherche DataGouv la possibilité d'avoir une collection, un sous-entrepôt Faire Carbone sur Recherche DataGouv. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, vous pouvez déposer comme c'est le cas de Kenji, je sais, et Manon qui l'a évoqué tout à l'heure, sur les entrepôts de vos labos, de vos tutelles, etc. Et puis, a posteriori, on pourra toujours raccrocher ce dépôt, faire le lien avec l'entrepôt à faire carbone qui, nous l'espérons, verra le jour dans les prochains mois. Et donc, oui, bien mettre faire carbone comme effectivement financeur dans les métadonnées, c'est important. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive bientôt à l'heure finale. Je vous propose déjà de vous remercier tous pour votre présence, remercier nos trois témoins, Lionel, Manon et Kenji, et puis vous donner rendez-vous à un prochain webinaire. On ne sait pas encore exactement quel sera le thème, mais il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de choses qu'on pourra évoquer dans d'autres
à d'autres occasions. Et donc, je vous inviterai évidemment à nouveau à être présent. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, bonne Merci. Merci à journée. tous, au Bonne revoir. journée.